Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui nous allons parler d'algorithmie et nous allons reprendre le cours d'algorithmie depuis ses bases, depuis zéro. Effectivement, quand j'ai créé la chaîne Algomius, comme le nom l'indique, Algo, voulait simplement dire qu'effectivement je me passionnais pour l'algorithmie et pour le passage justement de ces algorithmes dans les langages de programmation pour rendre concret l'idée de la réalisation. Et donc, je me propose de commencer une série de vidéos qui va reparler d'algorithmie depuis le début, qui va détailler les différentes notions, et qui va nous faire comprendre en fait ce qu'il y a derrière ce mot algorithmie. Alors ce que nous allons faire tout simplement au cours de cette vidéo, nous allons déjà définir le terme algorithmie, nous allons voir à quoi il correspond, comment il est défini dans les dictionnaires, et nous allons voir un petit peu si ces définitions en fait sont correctes, et on va essayer de les voir en termes de développeurs. Nous allons voir en fait que les algorithmes, c'est quelque chose que nous utilisons dans notre vie. Nous suivons des algorithmes et nous réalisons aussi des algorithmes. Donc c'est quelque chose finalement que nous faisons, peut-être pas au quotidien, mais c'est que nous faisons souvent. Et cette notion d'algorithme, en fait, on va la retrouver dans énormément de domaines. Pas forcément seulement en informatique. Quelle est l'idée derrière l'algorithmie? Eh bien l'algorithmie, c'est quelque chose qui va nous aider à améliorer la discussion que nous avons avec notre ordinateur, notre machine. Effectivement, nous avons déjà vu que discuter avec une machine, c'est intéressant parce que ça nous permet en fait d'utiliser la puissance de calcul de l'ordinateur pour résoudre nos problèmes. Le seul problème en fait, c'est qu'un ordinateur ne comprend pas le langage humain, il ne comprend qu'une seule chose en fait, tout simplement, c'est les états de courant dans les différents câbles électriques. Donc c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de planifier notre façon de penser pour pouvoir être comprise par une machine. Et donc, en fait, nous allons essayer de créer un langage qui va nous permettre de mettre notre idée de résolution à plat, de la mettre sur une feuille, d'en dresser les différentes étapes, de voir un petit peu déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser certaines étapes, est-ce qu'il n'y a pas des étapes superflues, est-ce que je ne fais pas du travail pour rien, prendre du recul, et cette fois-ci, dans un premier temps, sans se soucier, effectivement, de la machine, de ce que va comprendre la machine. Simplement, on a un problème qui nous est posé, et puis on va essayer de retrouver les étapes de résolution, tout simplement, sans se fixer trop de contraintes techniques. Nous allons terminer la vidéo par un exemple pratique. Nous allons essayer de coder un jeu de mastermind pour que nous voyions bien quelles sont les différentes étapes de réalisation d'un algorithme. Une fois que notre algorithme sera en place, nous allons essayer de voir comment passer d'un algorithme vers une réalisation concrète, vers un langage de programmation. Et je vous proposerai même de passer cet algorithme dans deux langages de programmation différents pour vous montrer en fait qu'effectivement un algorithme est complètement indépendant du langage de programmation dans lequel il sera implémenté. Mais un algorithme bien écrit pourra être implémenté dans n'importe quel langage de programmation. Donc voilà la vidéo. Cette vidéo va s'articuler autour de l'introduction à l'algorithmie et j'espère en fait vous faire comprendre tout l'intérêt de prendre un petit peu de recul, de réfléchir au problème avant de vous lancer tête baissée dans un développement. Alors si on ouvre deux dictionnaires et que l'on regarde la définition du mot algorithmie, voilà ce que l'on risque de trouver. Alors j'ai pris le Robert illustré et Larousse pour avoir deux définitions différentes. Alors le Robert illustré il nous dit qu'un algorithme est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul, c'est une suite de règles formelles. Alors d'après le Robert, en fait, on sent bien cette notion assez figée, en fait, assez, je dirais, assez scientifique. C'est vraiment, on a des règles à suivre, on va avoir des modes opératoires qui vont nous permettre de calculer quelque chose, et c'est une suite de règles formelles. Alors on trouve effectivement la définition de l'algorithme, ce sont effectivement des règles qui vont être effectuées dans un certain ordre pour résoudre un problème. Par contre, on va se rendre compte en fait que l'algorithme ne résout pas simplement des problèmes qui sont liés aux mathématiques, ou à la physique, ou à la mécanique. L'algorithmie finalement peut récupérer une solution pour des tas de choses différentes. Le Larousse, lui, nous dit quoi? Il nous dit que c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Alors là, on est sur une définition un petit peu plus proche de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que, effectivement, on va parfois se retrouver face à un problème qui est difficile à résoudre. Il est énoncé de façon compliquée, et on va s'apercevoir en fait qu'en décomposant ce problème en étapes plus simples, et si ces étapes intermédiaires sont encore plus compliquées, eh bien chacune de ces étapes peut encore être décomposée, en fait on va arriver à un moment donné où les étapes sont assez simples pour être comprises. Et donc le fait de réaliser toutes ces étapes les unes derrière les autres va me permettre en fait d'arriver à solutionner mon problème que j'avais au départ, mon problème complexe.
C'est la fameuse citation que un chemin de 1 million de pas commence toujours par un premier pas. Effectivement, si vous arrivez à réaliser les étapes intermédiaires de votre problème complexe, vous arriverez à résoudre votre problème complexe. Donc la définition du Larousse, personnellement, me plaît un petit peu mieux, puisqu'elle introduit pas cette notion que un algorithme est forcément quelque chose de mathématique, forcément quelque chose de scientifique. Alors si on devait tirer de cette définition les phrases clés, eh bien en fait on pourrait comparer l'algorithmie à l'architecture. Quand un architecte commence à planifier les travaux d'une maison, la première chose qu'il commence à faire, c'est un plan. Ce plan va lui permettre de voir la réalisation, il va lui permettre de la valider par rapport à la personne qui a commandé la maison, et il va peut-être aussi permettre de valider des spécifications techniques avec les différents corps de métier. Chaque corps de métier va dire en fait ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et donc on va améliorer ce plan-là, et ce plan est aussi un document de communication qui va permettre de discuter entre l'architecte et le client par exemple. Puisqu'un plan est assez facile à comprendre, il y a quelques normes, un peu de formalisme, mais globalement on comprend assez rapidement ce qu'est un plan, eh bien le client pourra facilement dire ce qui ne lui convient pas, les modifications à effectuer, bref, c'est un document de travail. Eh bien l'algorithmie, c'est exactement la même chose. Avant de se lancer dans un langage de programmation, avant de récupérer les problématiques liées au langage de programmation, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme instruction, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme fonction, est-ce que je vais devoir faire une classe, on va tout simplement se mettre à un niveau un petit peu avant, on va laisser pour l'instant les problématiques techniques de côté, et on va juste essayer de dégager les étapes qui vont nous permettre de solutionner notre problème. C'est comme si l'architecte voulait se lancer directement dans la programmation, c'est comme si l'architecte qui voulait dessiner une maison, en fait sa première question c'était de se poser quelle sera la couleur des murs. En fait c'est pas par ça qu'on commence. On laisse tomber pour l'instant la couleur des murs et la couleur du carrelage, et on va simplement se baser sur les étapes, les premières étapes, les étapes qui sont peut-être les plus importantes, les éléments de structure, et ensuite on verra bien comment est-ce qu'on habille le tout. On est sur le même ordre d'idées. Donc on laisse pour l'instant les solutions techniques de côté, les langages de programmation et tout ce qui est lié au langage de programmation, et on se permet de réfléchir en tant qu'être humain, de poser nos propres étapes. Cette première étape d'algorithmie, eh bien, elle va nous permettre rapidement de retrouver les erreurs de conception. Elle va nous permettre de mettre en lumière certaines erreurs, certaines choses un petit peu mal pensées, et ça va nous permettre d'avoir un document de travail aussi entre les différentes personnes. Si on travaille en équipe, un algorithme va permettre de dialoguer avec les autres développeurs pour que eux aussi puissent nous donner leur vision de comment ils auraient solutionné le problème, et peut-être que de travailler à 3 ou à 4 va amener une solution beaucoup plus optimisée. Chacun va peut-être trouver des optimisations dans des coins différents, et le fait de les mettre ensemble va nous permettre justement d'avancer plus rapidement. Pour qu'un plan, par exemple, d'architecte soit compréhensible par tout le monde, eh bien, il faut que tout le monde comprenne le formalisme. C'est exactement la même chose pour l'algorithmie. Le pseudocode que nous allons utiliser, il faut qu'il soit compréhensible par toutes les personnes à qui nous allons le présenter. Ok. Donc on va malheureusement devoir se plier à un certain formalisme. Mais vous allez voir que c'est pas quelque chose de très rigide, c'est pas quelque chose de très fixe comme un langage de programmation, on va quand même avoir un petit peu de latitude. Mais il y a des briques qu'il va falloir respecter pour que l'algorithme soit compréhensible. Alors on a tendance à présenter l'algorithmie et même l'informatique en général comme une matière très rigoureuse, et on l'associe très souvent à des matières très scientifiques comme les mathématiques, la physique, la mécanique ou ce genre de choses. Alors l'algorithmie et la programmation finalement c'est pas quelque chose d'aussi, je dirais aussi rigoureux que les mathématiques et la physique. Il se peut très bien que pour résoudre un problème donné, vous ayez, par exemple, pas forcément la même idée que votre voisin, et que vous ayez tous les deux en fait conçu une solution qui marche. Vous n'avez pas pris le problème dans le même sens, mais vous êtes tous les deux arrivés à le résoudre parce que vous avez réfléchi de façon différente. Ok. Donc on n'est pas sur une solution. L'algorithme, en fait, c'est plutôt une façon d'organiser les idées et de les faire comprendre à la machine. Voilà. Donc on est toujours un peu dans cette notion de dialogue avec la machine que nous essayons de mettre en place. Et en fait, finalement, là où on pensait qu'on était très proche des mathématiques et de la physique, finalement, on se rapproche plutôt aussi de quelque chose qui ressemblerait à la connaissance d'une langue étrangère.
Sauf que cette fois-ci, on ne discuterait pas avec quelqu'un qui parle anglais ou qui parle allemand, mais on discuterait quelqu'un qui parle le langage machine. Et si je veux me faire comprendre de la machine, eh bien je vais être obligé d'adapter mon langage à ce que comprend la machine. Alors le problème de la machine, c'est que justement, l'ordinateur est quelqu'un de très borné, de très fixe. Si je lui dis quelque chose qu'il ne comprend pas, il va rapidement me signaler une erreur en me disant « Tu as écrit un truc qui n'a aucun sens pour moi, est-ce que tu peux rectifier ?» et refaire une demande. Là où effectivement, si vous parlez avec un être humain qui parle anglais, bah vous allez peut-être mal prononcer un mot, et la personne qui a l'habitude de parler anglais va peut-être vous corriger, ou va quand même comprendre le sens de votre demande. Donc il y aura, dans ce cas-là, en fait, je dirais un effort de votre interlocuteur pour vous comprendre. Dans un ordinateur, malheureusement, l'ordinateur ne fera pas cet effort pour vous comprendre. Il vous dira ce qu'il n'a pas compris, mais par contre, il vous dira juste « tu as écrit un truc là que je n'ai pas compris ». Voilà. Mais vous voyez qu'on est quand même sur cette notion de dialogue, on est quand même sur cette notion de traduction, finalement, de ce que veut un être humain et de ce que comprend potentiellement la machine. Alors les algorithmes, en fait, on en a plein dans notre vie, peut-être même sans le savoir. Un algorithme, on a dit que c'était quoi? C'était tout simplement des règles qui se suivaient, des étapes, et si je suis ces différentes étapes, j'arrive en fait à réaliser un problème complexe. La première idée qui me vient en tête, c'est tout simplement les jeux de construction. Par exemple, Lego. Les grands sets Lego, donc vous voyez derrière moi la GT3 RS en orange, et bien en fait pour construire ce set en Lego, eh bien vous avez un manuel qui fait une certaine épaisseur. Toute cette épaisseur-là va vous donner toutes les étapes pour la réaliser. Alors j'aurais été incapable de réaliser ce montage à partir de zéro. Imaginez qu'on m'aurait donné le set avec toutes les pièces et on m'aurait dit « fais-en une Porsche GT3 RS ». J'aurais été incapable de le faire, mais avec le manuel, eh bien tout simplement le montage a été scindé en différentes étapes. Chaque étape est très très simple à comprendre, et si je suis les étapes et que je réalise exactement ce qui m'est demandé à chaque étape, eh bien, arrivé à la fin de mon livret, j'aurai en fait le montage qui sera terminé. Donc je ne suis pas capable de résoudre le problème complexe d'un bloc, mais par contre, on m'a découpé la solution de ce problème en étapes faciles à comprendre, et en suivant ces étapes, je suis arrivé en fait à ma réalisation. Eh bien, c'est exactement la notion d'algorithme. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'expliquer à une personne, on va simplement expliquer les différentes étapes à une machine. Vous retrouvez à peu près les mêmes éléments quand par exemple vous essayez de monter un meuble en kit. Un meuble en kit est toujours livré avec une notice. Alors des fois on se dit « oh, il n'y a pas beaucoup de trucs, j'ai pas besoin de la notice » et puis au bout d'un moment on se retrouve quand même en fait avec un perçage qui n'est pas au bon endroit, une rainure qui aurait dû être là et qui finalement est de l'autre côté, et on se dit qu'on aurait mieux fait de suivre les différentes étapes pour ne pas se retrouver embêté à ce point-là. Chaque fois que vous lisez un mode d'emploi, par exemple, vous suivez aussi un algorithme. L'utilisation du GPS en voiture est un très bon exemple. Vous ne savez pas comment vous rendre à un lieu bien précis, eh bien vous mettez simplement votre destination dans le GPS. Le GPS vous dira à droite, dans 100 mètres à gauche, dans 200 mètres à droite, et à la fin, il vous dira vous êtes arrivé à votre destination. Vous ne connaissiez pas le chemin pour aller à votre destination, mais en suivant des étapes très simples, au prochain rond-point à droite, au prochain croisement à gauche, vous êtes arrivé à votre destination. En suivant les étapes, vous êtes arrivé à résoudre un problème complexe. On peut retrouver aussi des algorithmes en cuisine et en pâtisserie. Vous avez décidé de réaliser un bon dessert, un bon gâteau, mais vous n'êtes pas un as de la pâtisserie, eh bien vous prenez simplement un livre de recettes, vous cherchez un gâteau qui vous convient. Toutes les étapes sont indiquées, de la préparation des ingrédients jusqu'à comment les mélanger et comment régler votre four. Et normalement, toutes les étapes sont compréhensibles, même pour des pâtissiers novices. Et si vous suivez les étapes les unes derrière les autres, eh bien, il y a de grandes chances que quand votre four va émettre un son de cloche, eh bien, vous pourrez ressortir un gâteau du four. Ok, donc on voit bien que finalement les algorithmes résolvent autre chose que des problèmes purement mathématiques. Là, on a parlé un petit peu de pâtisserie, on a parlé un petit peu de se promener entre les villes, on a parlé un petit peu de monter aussi des Lego. Donc, en fait, tout simplement, les algorithmes, il y en a un petit peu partout, c'est des étapes qui nous permettent de réaliser un problème complexe. On n'imagine pas, par exemple, monter un set de Lego sans prendre connaissance du plan. Donc, cette première étape montrait simplement que nous sommes des utilisateurs d'algorithmes. On nous donne les étapes, on arrive à les suivre, on arrive à résoudre des problèmes plus complexes
que ce que l'on pensait être capable au départ. Mais est-ce que nous sommes des créateurs d'algorithmes? Est-ce que nous écrivons nous-mêmes des algorithmes? Eh bien, naturellement, c'est aussi parfois nous le faisons également. Imaginons quelqu'un veut venir chez vous et vous lui indiquez le chemin de là où vous habitez. Eh bien, vous allez probablement lui faire une liste d'étapes. Voilà, tu vas te rejoindre, par exemple, tu vas arriver au centre-ville, il y aura la pharmacie. 2 rues après la pharmacie, tu prends à droite, tu prends la première à gauche, la troisième à droite, et c'est la deuxième maison sur la gauche. Là encore, vous allez permettre à la personne qui veut venir vous voir, en quelques étapes, de retrouver votre lieu de résidence. Vous lui avez donné les étapes, à partir du point de départ que vous lui avez fixé, pour retrouver là où vous habitez. Eh bien, c'est encore une fois un algorithme. La personne ne savait pas venir chez vous, mais avec les étapes successives que vous lui avez donné la possibilité quand même de réaliser quelque chose qu'il n'était pas capable de faire au départ. Alors l'organisation du travail peut aussi être comme ça. Si vous avez par exemple un gros projet à gérer, le but du projet c'est simplement de mettre en place un grand projet, soit en informatique ou un projet dans n'importe quel domaine, hein. Et vous savez en fait que pour réaliser ce projet, vous avez des étapes intermédiaires à réaliser. Et souvent en fait on se décourage parce que le projet est trop vaste, on ne sait pas par où commencer. Et une bonne solution pour aborder un tel projet, c'est déjà de le découper en étapes plus simples. Et de temps en temps, on n'a pas une vision globale du projet à la fin, mais en le découpant en différentes étapes, on va se dire, tiens, cette étape, finalement, ça c'est tout bête, je vais déjà la réaliser, ça fera déjà avancer mon projet, et peut-être que ça me donnera des idées pour la suite. Et donc là aussi, ce découpage d'un projet complexe en étapes plus simples va vous permettre, en avançant finalement, d'arriver à vos fins. Là, par exemple, si vous faites des rédactions de tutoriels, ou par exemple des vidéos comme je le fais ici, eh bien, de temps en temps, vous donnez une liste d'instructions pour arriver à réaliser quelque chose. Alors, je l'ai beaucoup fait quand on a parlé d'algorithmie, justement. On voulait résoudre des problèmes, notamment dans la théorie des graphes, et on avait des problèmes assez difficiles à résoudre, comme par exemple écrire un algorithme qui vous donne le plus court chemin. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'analyser où on veut arriver, puis on essaie de déduire les étapes, puis on essaie de formaliser les étapes pour utiliser les structures de l'algorithmie qui vont nous permettre ensuite de le basculer vers un langage de programmation. Et une fois qu'on a réfléchi à toutes les étapes, on va voir que le traduire dans un langage de programmation, finalement, est quand même assez simple. Ok. Donc le but d'un algorithme, c'est tout simplement, on va partir des connaissances de la personne, ou ici en l'occurrence de la machine, on sait ce que c'est faire la machine, et donc on va simplement essayer de découper le problème en des actions que la machine sait réaliser. Voilà, tout simplement. Alors finalement, si jamais je devais trouver des points communs à toutes les activités que nous venons de voir, eh bien tout simplement, un algorithme, c'est simplement une liste d'instructions ou d'étapes qui sont assez simples pour être compréhensibles par la personne qui va les récupérer. L'ordre des étapes a une grande importance, hein. Par exemple, votre GPS vous donne bien les directions dans l'ordre dans lesquels vous devez les prendre. Un algorithme qui donnerait les bonnes instructions mais dans le désordre, en fait, n'amènerait pas au bon résultat. Et donc, on se rend compte qu'en suivant toutes ces étapes, au bout d'un moment, on suit que des étapes simples, des étapes que l'on sait réaliser, et la succession de ces étapes fait qu'à la fin, on arrive à solutionner un problème complexe. Donc, pour le cas qui nous intéresse, cette fois-ci, c'est la machine qui doit comprendre ce que nous attendons d'elle, et donc nous devons aussi un petit peu comprendre comment fonctionne un ordinateur. Donc, on va rester sur des connaissances de base, hein, on ne va pas faire de l'électronique, mais d'avoir un petit peu une notion de ce que comprend l'ordinateur est une bonne chose pour justement, de temps en temps, comprendre pourquoi est-ce qu'il faut lui expliquer comme ça, plutôt que d'une autre manière. Si vous vous lancez tête baissée dans la programmation, on risque d'ajouter dès le départ des contraintes du langage, c'est-à-dire que vous risquez de vous poser des questions en vous disant « Ah oui, mais après, je vais l'écrire en C++, et puis en C++, est-ce que je vais utiliser un template ou alors je vais utiliser plusieurs classes, mais oui, mais il va falloir que je mette en place un héritage. » Tout ça, en fait, c'est des questions que vous vous posez un petit peu trop tôt et qui risquent, en fait, de faire obstacle, en fait, à une résolution assez simple du problème en langage humain. On va d'abord le résoudre le problème par étapes, et puis ensuite on verra bien comment on le traduit dans un langage de programmation. Alors,
toutes ces étapes-là, elles vont nous permettre justement de discuter avec la machine, discuter avec l'ordinateur. Et la première question que l'on peut se poser, mais pourquoi on aimerait finalement discuter avec une machine? Eh bien, si on veut discuter avec une machine, prioritairement, c'est pour pouvoir utiliser les ressources qu'elle détient. Qu'est-ce que je peux faire avec une machine? Eh bien, un ordinateur contient un microprocesseur qui est en fait un calculateur. Nous, en fait, alors on le voit sur la traduction, en français, on dit un ordinateur qui a tendance à dire que voilà, c'est quelque chose qui permet d'ordonner les tâches. Si vous aviez par exemple la traduction de l'ordinateur en anglais, qui est computer, ou alors la traduction en allemand qui est Rechner, on a plutôt cette notion de calcul. C'est un calculateur en fait. Le vrai nom d'un ordinateur en français devrait plutôt être calculateur, puisque la seule chose que sait vraiment faire un ordinateur, c'est calculer. Mais ces calculs, c'est un peu réducteur de dire ça, mais ils calculent très très vite, bien plus vite que nous, et ils donnent toujours la solution correcte. Donc en fait, c'est ces ressources-là que nous avons envie d'utiliser. Deuxième point fort de l'ordinateur, c'est la possibilité de stocker des données. En effet, l'ordinateur contient une mémoire qui lui permet de calculer des résultats et aussi de stocker ces résultats pour ne pas les perdre. Donc ça, c'est très important puisque ça nous permet en fait de stocker un grand nombre de résultats sur lesquels on va pouvoir encore s'appuyer dans le futur. Il peut faire des tâches très diversifiées. On le voit, l'utilisation d'un ordinateur est très diversifiée. Certains travaillent avec, d'autres jouent, certains communiquent. Et donc on voit qu'on peut réaliser énormément de tâches avec un ordinateur. On va aussi utiliser l'ordinateur pour traiter des problèmes rébarbatifs. Rébarbatif, c'est quelque chose qui serait pénible de le faire à la main, et c'est pénible parce qu'en fait, par exemple, c'est toujours la même chose. Ce serait toujours quelque chose... on aurait l'impression de faire toujours la même chose, et c'est un travail qui n'est pas très très intéressant. L'ordinateur, lui, en fait, on va pouvoir lui donner des tâches, et lui ne se plaindra jamais. Même si vous lui demandez 5 fois de suite la même chose, en fait, il vous répondra la 5e fois exactement comme il vous a répondu la première. Il n'y aura pas d'agacement, il ne va pas s'énerver, aucun souci. Donc, c'est un outil vraiment excellent. Si jamais vous avez un travail rébarbatif qui est toujours le même, vous allez lui expliquer une fois et c'est lui qui va s'en occuper. On peut aussi utiliser l'ordinateur pour sa capacité à communiquer avec d'autres machines via le réseau. C'est comme ça que fonctionne Internet et c'est comme ça que nous pouvons aussi échanger de l'information. Donc pour tous les avantages que propose l'ordinateur, c'est une bonne idée de savoir comment lui fonctionne et de savoir un peu comment utiliser toute la capacité d'une machine à bon escient pour qu'il nous aide à répondre à nos problèmes. Alors comment je fais en fait pour interagir avec une machine? Alors la première chose, effectivement, je suis devant mon ordinateur. Quand j'interagis avec mon ordinateur, par exemple avec le clavier et la souris, je lui rentre des informations et lui communique avec moi au travers de l'écran. Il m'envoie un retour sur les informations que je lui ai mis. Les premiers développeurs en fait interagissaient avec la machine à l'aide d'interrupteurs. Effectivement, comme l'information s'échange dans un ordinateur grâce à des fils électriques, d'électricité qui est dans des fils, eh bien on peut parfaitement imaginer que l'on pourrait programmer un ordinateur avec des interrupteurs en laissant passer du courant ou non dans les différents fils. Alors on s'est rendu compte que c'était pas très pratique, parce que effectivement vous étiez directement lié à l'architecture de l'ordinateur. C'est-à-dire que si l'ordinateur changeait d'architecture, c'est-à-dire que le microprocesseur était construit de façon un petit peu différente, eh bien vous deviez apprendre de nouveau comment fonctionne la machine. Donc heureusement tout ça a évolué pour rendre la programmation beaucoup plus accessible et moins dépendante du matériel. Un développeur maintenant peut développer sur n'importe quelle machine sans forcément ouvrir la machine pour savoir ce qu'il y a dedans. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la machine pour pouvoir programmer dessus. Et donc, tout simplement, nous allons écrire notre programme et nous savons que sur n'importe quelle machine, il pourra être exécuté. Ok. Donc, on a aussi eu dans cette évolution des langages qui se sont rapprochés du langage humain. Alors, c'est du langage humain qui est plutôt préhistorique, c'est if ça, alors fais ça, sinon fais autre chose. Donc, on n'est pas sur du langage, on n'est pas sur de la prose très élaborée, mais on est quand même sur quelque chose qui va se rapprocher quand même du langage humain. Enfin, du langage humain anglais, puisqu'effectivement, la plupart des langages de programmation reposent sur les termes anglais. Alors, si les développeurs se mettent d'accord sur un formalisme, ils vont pouvoir facilement discuter de la solution. Encore une fois, l'image de l'informaticien qui travaille tout seul dans son KGB, dans le noir, avec les volets fermés pour pas qu'il y ait de reflets sur l'écran,
c'est une image qui n'est plus valable en ce moment. Les projets sont devenus beaucoup trop complexes et vous êtes obligé de travailler en équipe. Tout simplement parce que ces projets complexes vont demander des compétences variées et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est spécialisé en base de données, quelqu'un qui est spécialisé en langage de programmation, quelqu'un qui est spécialisé en expérience utilisateur. Bref, vous allez combiner des compétences de plusieurs développeurs si vous voulez faire une solution viable. Et donc tout simplement, de travailler à plusieurs, ça va nécessiter aussi de savoir communiquer et d'utiliser de bons documents pour pouvoir se faire comprendre des gens avec qui on travaille. Alors, nous, ce que l'on aimerait faire avec l'algorithmie, c'est tout simplement retirer tout ce qui vient d'un langage de programmation et d'avoir un espèce de langage universel pour les développeurs. L'idée, c'est de pouvoir donner un algorithme à un développeur et que l'algorithme soit compris par n'importe quel développeur. Que ce développeur traduise ensuite l'algorithme en C++, en Java, en C# ou en n'importe quel autre langage, finalement, ce sera une deuxième étape. Mais nous, ce que l'on cherche, c'est avant tout un document de travail compréhensible par tous. Ok. L'idée aussi, c'est tout simplement d'essayer de trouver les erreurs le plus en amont possible. Si vous avez déjà un algorithme qui est mal écrit, mal pensé, eh bien c'est plus facile de corriger quand on est encore au niveau de l'algorithme, plutôt que quand cet algorithme a déjà été implémenté, puisque là, en fait, à chaque étape, vous allez un petit peu plus loin et on est de plus en plus coûteux, ou pire encore, si jamais vous avez programmé quelque chose de faux que vous avez carrément livré chez le client. Une erreur qui arrive chez le client est très difficile à rectifier, on peut la rectifier effectivement, mais le client va peut-être avoir une mauvaise image de vous parce que vous lui avez livré quelque chose de défectueux. Donc, plus les erreurs sont détectées tôt, moins en fait cela va être coûteux à corriger. Donc c'est pour ça que je vous conseille, surtout quand vous débutez, de prendre un petit peu de recul, de ne pas se lancer directement dans la programmation, mais de penser un petit peu les étapes, qu'est-ce qu'on va réaliser, pourquoi on veut le réaliser, et qu'est-ce que je veux avoir comme résultat. Et donc finalement, on se retrouve à parler beaucoup de communication avec la machine, communication avec les autres développeurs, sur un sujet qu'on pensait vraiment très technique, vraiment réservé aux mathématiciens, vraiment réservé aux physiciens. Donc vous voyez que finalement, le travail de développeur et d'informaticien, c'est à la fois d'avoir la rigueur pour travailler avec des langages de programmation, mais c'est aussi avoir une ouverture pour pouvoir communiquer, pour comprendre les problématiques de communication, savoir communiquer avec des clients, avec d'autres développeurs, mais savoir aussi ce qu'attend la machine pour pouvoir fonctionner. Donc il y a en plus une surcouche de communication au métier de développeur. Alors ce que je vous propose, c'est simplement de terminer cette vidéo avec un petit cas pratique. On va réaliser un petit programme de mastermind. On va en essayer de dégager les étapes et on va essayer de mettre ces étapes dans l'ordre. Et ensuite, ce que l'on va faire en deuxième étape, c'est qu'on va utiliser des structures algorithmiques. Ces structures, en fait, elles sont mises en place pour que l'on soit sûr que notre algorithme puisse être converti dans n'importe quel langage. Les structures algorithmiques, c'est quoi? C'est tout simplement des structures dont on est sûr qu'il y a une implémentation possible dans n'importe quel langage de programmation. On va voir un petit peu ça avec un exemple. Donc, on va essayer d'imaginer un jeu de mastermind. Alors, le jeu de mastermind, c'est quoi? Le principe, c'est de générer une combinaison aléatoire et de la faire deviner par un joueur. Ok? À chaque étape, nous donnons les chiffres bien placés et mal placés, et le jeu se termine lorsque le joueur a trouvé la combinaison qui a été initialement mise en place. Ok, alors comment ça marche? On va essayer d'en dégager les différentes étapes. Donc dans mon mastermind, j'ai quoi? J'ai une première étape qui serait de définir une combinaison aléatoire. Ok. Alors quelque part, je dois définir une combinaison aléatoire et la stocker quelque part. Là, je le fais vraiment en langage humain. On aura une deuxième étape où on va vraiment l'écrire avec des structures algorithmiques. Alors, je mets une combinaison aléatoire et la stocker. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Eh bien, il faut que mon utilisateur puisse saisir une proposition. Ok, donc ça veut dire que l'utilisateur saisit une proposition. C'est-à-dire qu'il va rentrer une combinaison et on va devoir la comparer. Et je la stocke aussi, quelque part. Je ne veux pas pouvoir l'oublier, donc il faut que je la stocke aussi quelque part.
Donc, j'ai mis une combinaison, j'ai saisi une proposition, ça marche. À chaque étape, on donne les chiffres bien placés et mal placés. Ok, donc je dois pouvoir déterminer si les chiffres sont bien placés, alors je vais mettre ça bien placé, ou mal placés, et je dois pouvoir informer l'utilisateur. Ok, ça marche. Et donc, il y a encore une étape qui est de dire, voilà, le jeu se termine lorsque le joueur a trouvé la combinaison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en informe l'utilisateur, et qu'à un moment donné, si la proposition est égale à la combinaison aléatoire, alors j'ai gagné. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, en fait, ça veut dire qu'il faut que l'utilisateur puisse saisir une nouvelle proposition. Donc ça veut dire que sinon, eh bien, il faut que je retourne à l'étape où l'utilisateur saisit une proposition, je lui donne les bien placés, mal placés, j'informe l'utilisateur et je relis la proposition. Donc là, il faut que je puisse ressaisir une proposition. Donc ça veut dire que là, si ça, je numérote mes étapes en étape 1, 2, 3, 4 et 5, sinon, je retourne à l'étape 2. Alors là, j'ai vraiment écrit un algorithme qui a l'air de fonctionner. Je définis une combinaison aléatoire, je la stocke, l'utilisateur saisit une proposition et je la stocke. On détermine si les chiffres sont bien placés ou mal placés, on informe l'utilisateur. Si la proposition est égale à la combinaison, alors l'utilisateur a gagné. Sinon, eh bien, je retourne à l'étape 2. Ok. Alors là, j'ai écrit en fait la résolution comme je le pense, en langage humain. Sauf que si je l'écris comme ça, eh bien, je ne suis pas sûr en fait que je puisse l'implémenter dans un langage de programmation. Et donc, ce que je vais devoir apprendre, et c'est tout le cours d'algorithmie tournera autour de ça, les prochaines vidéos tourneront à chaque fois autour d'une notion bien particulière, ça va être de faire en sorte que cette idée de résolution, elle rentre dans les structures d'algorithmie que nous allons aborder. Alors aujourd'hui, je vais le faire devant vous. On va utiliser des structures que l'on n'a pas encore abordées, mais vous inquiétez pas, on les abordera dans les prochaines vidéos. Alors, la première chose que l'on va faire, on va déjà déclarer les variables que l'on va avoir besoin dans votre programme. C'est quoi en fait les variables? C'est toutes les données que l'on a besoin de stocker. Alors on va devoir dans le 1, j'ai défini une combinaison aléatoire et je vais la stocker. Donc ça veut dire que la combinaison, je vais devoir la déclarer comme variable, je vais la stocker. Alors la combinaison, c'est des nombres entiers, donc je dirais que c'est 5 nombres entiers. Donc la combinaison, c'est des nombres entiers. L'utilisateur saisit une proposition et la stocke, donc ça veut dire que la proposition de l'utilisateur doit être stockée aussi. Et elle doit être du même format que la combinaison, puisque je veux pouvoir comparer les deux. Donc je vais dire que ma combinaison, c'est des entiers, ma proposition, c'est des entiers. Ok, ça marche. Donc je vais avoir un début de programme et une fin de programme. Alors qu'est-ce que je commence par faire? Je définis une combinaison aléatoire pour la stocker. Alors donc ça veut dire que dans ma combinaison, je vais stocker un nombre aléatoire. Alors je sais que les nombres aléatoires, c'est quelque chose que je peux générer dans n'importe quel langage de programmation. Il n'y a aucun souci, on va juste pas faire du random, mais effectivement, dans ma combinaison, je mets 5 entiers aléatoires. Voilà. Et donc j'ai généré ma combinaison aléatoire. Ensuite, je veux que l'utilisateur puisse saisir sa proposition. Donc ça veut dire que ici, je vais utiliser le mot-clé saisir, et saisir la proposition, ça veut dire tout simplement que je vais laisser l'utilisateur saisir quelque chose dans la console, et ma proposition, c'est la proposition qui est ici, je vais la stocker. Donc ce que l'utilisateur saisit, je vais le stocker dans proposition. Ok. Donc maintenant, on va se poser la question, quand est-ce que le jeu se termine? Eh bien, le jeu se termine lorsque la proposition est égale à la combinaison. Donc ça veut dire que si la proposition est égale à la combinaison, ça veut dire tout simplement que l'utilisateur a trouvé la combinaison à trouver et le jeu se termine. Et ça veut dire que tant que la proposition est différente de la combinaison, eh bien le jeu se prolonge.
Donc ça veut dire que le jeu va avoir lieu tant que la proposition est différente de la combinaison. Tant que la proposition est différente de la combinaison, je vais avoir le corps du jeu, ici. Donc j'ai un temps qui commence et j'ai un fin temps. Donc tant que la proposition est différente de la combinaison, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer les bien placés et les mal placés. Alors pour l'instant, c'est des fonctions encore un petit peu complexes, hein, donc on va simplement, je vais la mettre comme ça, je vais afficher les bien placés et les mal placés. OK. J'ai donc informé l'utilisateur, combien il y a de nombres bien placés, combien il y a de nombres mal placés. Et donc, suite à ça, l'utilisateur va ressaisir une proposition. Voilà, il va saisir une proposition, de nouveau, et j'ai ma boucle qui se termine, saisir la proposition, qui sera de nouveau vérifiée. Tant que la proposition est différente de la combinaison, je vais continuer mon jeu, et à un moment donné, je vais sortir de la boucle. Sortir de la boucle, ça veut dire que je ne suis plus dans la structure tant que, ça veut dire que la condition, ici, n'est plus vraie. Et quand est-ce que cette condition n'est plus vraie? Là, je regarde tant que la proposition est différente de la combinaison, et bien ça veut dire que quand je sors de la boucle, automatiquement, c'est que la proposition est égale à la combinaison. Et si la proposition est égale à la combinaison, je vais juste afficher que mon utilisateur a gagné, qu'il a trouvé la bonne combinaison. Alors je vais juste vérifier que toutes mes étapes sont là. Je définis une combinaison aléatoire et je la stocke, ça c'est bon. J'utilise la proposition et je la stocke, ça c'est bon. Déterminer si les chiffres sont bien placés ou mal placés, alors ça pour l'instant je suis resté assez obscur dessus. On va voir que ça sera l'objet de fonctions que je ne développerai pas ici, parce que j'aimerais que mon exemple reste assez simple. On va informer l'utilisateur, bah oui on les affiche, c'est bon. Si la proposition égale combinaison, alors gagner, bah ça on l'a testé à ce niveau-là. Et sinon, je retourne à l'étape 2, c'est ce que fait ma boucle. Donc j'ai bien traduit tout ce que j'avais à faire dans mon algorithme, et vous voyez que le formalisme que j'ai utilisé ici, j'ai utilisé ici ce que l'on appelle une affectation, j'ai mis quelque chose dans la variable, j'ai utilisé quelque chose de saisi, c'est-à-dire que je laisse l'utilisateur le choix de rentrer une valeur, j'ai utilisé ici une boucle qui me permet d'itérer sur des instructions, j'ai affiché des éléments, j'ai saisi une valeur et j'ai encore fait quelque chose en affichage. En utilisant ces mots-clés, je sais que tous les langages de programmation peuvent faire un affichage, peuvent faire une affectation, peuvent faire une boucle. Et donc je suis rentré dans un formalisme qui me permet en fait de transférer cet algorithme dans n'importe quel langage de programmation. Et les vidéos qui vont suivre dans cette playlist vont simplement mettre la lumière sur qu'est-ce qu'une boucle, qu'est-ce qu'une affectation, qu'est-ce qu'une saisie ou qu'est-ce qu'un affichage, et donc on va expliquer petit à petit toutes les étapes d'un algorithme. Ok, alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? On va le voir. Si je prends cet algorithme-là, je vais le mettre un petit peu de côté, voilà, pas trop quand même, et je vais essayer en fait de prendre un Visual Studio, ici. Je vais commencer déjà par écrire mon algorithme en Python. Alors je vais l'appeler master.py. Voilà. Je vais prendre mon algo, je vais juste le prendre, le copier-coller, hein, et on va l'écrire en Python. Alors première chose qu'il y a à faire dans mon algorithme, je dois déclarer combinaison et proposition d'entiers. Alors ça on sait que dans Python, je ne suis pas obligé de déclarer les variables, elles vont être déclarées la première fois que je les utilise. Ok, donc ça veut dire que dans ma combinaison, je vais mettre 5 entiers aléatoires. Alors, ça ferait intervenir une bibliothèque random, hein. Pour l'instant je ne vais pas l'utiliser, je vais simplement créer en fait une suite 6, 7, 4, 5, 1 de 5 chiffres que je vais mettre dans combinaison. Pour l'exemple que je vais tester, ça marchera très bien. Puis ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lire la proposition de l'utilisateur. Donc je vais simplement mettre un input, voilà, input, et comme proposition est un int, il faut pas que j'oublie aussi de récupérer le int qui est associé au input. Ok, donc vous voyez que là maintenant, je vais
pour l'instant, je l'avais fait dans un langage algorithmique, je ne m'étais pas posé de questions au niveau des langages de programmation. Là, je passe en Python, et ben, je commence déjà à me poser des questions. Il y a un cast à faire, parce qu'il faut que je récupère une valeur entière, et pas une valeur type de caractère, de string. Et donc, en fait, je vais déjà avoir des problématiques maintenant qui sont plus proches du langage. Ok, donc ça marche. Donc j'ai récupéré une combinaison, j'en récupère une de la proposition. Je vais donc faire ma boucle while. While combinaison différent de proposition. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, je vais prendre tout simplement, alors afficher BP et MP, ça va être des fonctions, je ne les ai pas calculées, je ne vais pas les calculer, on va pas le laisser là. On va juste en fait redemander la proposition. Alors pour qu'on comprenne un petit peu ce qui est fait aussi, ce que je vous propose, c'est de dire à l'utilisateur entrer une proposition. Voilà, histoire qu'on sache aussi un petit peu que ce qu'on demande à l'utilisateur, et donc on va lui redemander en fait une proposition. Voilà. Proposition, ouais, c'est bon. Ok. On est sur le while. Voilà, et donc quand on sort de la boucle, on n'oublie pas en fait d'afficher gagner. Voilà, je sauvegarde et vous voyez que j'ai pris étape par étape, j'ai redemandé la saisie, et au moment où je sors de la boucle, j'affiche gagner. Donc en fait, après, c'est juste un petit peu connaître le langage sur lequel je travaille. Donc je vais enlever tout ça, je vais sauvegarder. Alors j'ai peut-être encore une erreur. Il me propose une erreur. Est-ce que c'est le signe de différent peut-être qui pose problème? Je vais voir ce qu'il me dit. Peut-être à force de travailler avec du C et du C++. Ah, alors j'ai un problème d'indentation, ligne 6. Hop. C'est l'indentation qui n'était pas la même sur les deux lignes. Alors ça arrive des fois en Python. Voilà, j'entre une proposition. Donc ma proposition par exemple c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il me redemande 1, 2, 5, 6, 4, 7, 8. Il me le redemande. Et si je mets la combinaison correcte, soit 6, 7, 1, 4, 5, 1, vous voyez qu'il m'écrit gagner et qu'il s'arrête. Donc il manque juste encore la possibilité maintenant d'écrire des fonctions de bien placer ou de mal placer. Je la détaille pas ici parce que ça me ferait rentrer dans des éléments de structure un peu trop complexes. On gérera peut-être ça avec des tableaux. Donc c'est pas maintenant le but dans la vidéo de présentation de partir sur des choses aussi complexes. Donc vous voyez que mon algorithme, je suis arrivé à l'écrire en Python. Alors est-ce que je l'arrive à l'écrire en C? C++? Ouais, allez, C++. Est-ce que je peux l'écrire en C++? Bah pareil, je vais le reprendre et je vais essayer de retrouver tous les éléments. Alors cette fois-ci, je suis en C++, donc la déclaration des variables, je suis obligé de l'avoir. Ça veut dire que si j'ai un entier combinaison, alors d'abord il va falloir que je fasse ma fonction principale. C'est un petit peu plus long en C++, mais c'est pas grave. Hein. J'ai donc en fait un entier combinaison, ok, et j'ai un entier proposition. Cette fois-ci, je déclare mes variables, ce que je ne faisais pas en Python. Mais vous voyez que je retombe sur les mêmes éléments pour écrire dans mon langage de programmation. Ensuite, je commence ma fonction au début, et je vais mettre dans combinaison, je vais mettre une combinaison. Alors pareil, hein, je pourrais utiliser random, mais je vais utiliser hop, voilà, une combinaison, ouais, c'est bon. J'oublie pas le point virgule, ça fait partie du langage. Je saisis une combinaison, donc je vais simplement dire entrer une combinaison. Je vais garder le terme proposition pour qu'on soit cohérent. Voilà. Et je vais dire à C++ de lire ce qui a été proposé et de le stocker dans proposition. Voilà. Ok. Donc j'ai saisi ma proposition. Comme proposition est un entier ici, je n'ai pas à caster comme en Python, puisqu'il sait automatiquement que si je veux lire dans proposition qui est un entier, il va automatiquement convertir ce qui a été lu en entier. Ok. Ensuite, je fais ma boucle while. Tant que proposition est différent de combinaison, voilà, j'ouvre mon bloc.
qu'est-ce que je fais? Donc j'ai dit que je ne m'occupais pas de la partie d'affichage des bien placés et des mal placés. Je vais simplement redemander l'affichage. Je vais simplement redemander une proposition. Et si j'arrive au bout, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher que j'ai gagné. Gagné. Ok. Endel. Voilà. J'ai toutes les étapes. Hein. J'ai les déclarations de variables, ça c'est bon. Et ainsi de suite. Ok, ça marche. Je vais me débarrasser de ça. Donc, effectivement, C++ me dit qu'il ne connaît pas cout, cin et endel. Normal, puisque ce sont en fait des fonctions qui se trouvent dans la bibliothèque YoStream, donc flux d'entrée-sortie. Ok. Et en plus d'être dans la bibliothèque YoStream, ces éléments se trouvent dans le namespace standard. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est using namespace std. Pour dire en fait tout simplement ce terme-là, je l'ai déjà expliqué souvent, hein, IOStream. Ce terme-là veut simplement dire que si jamais il ne trouve pas une fonction, en fait, il faut qu'il la cherche de base dans la bibliothèque standard. Voilà. Donc cette fois-ci, je suis sur du C++, ça veut dire que je vais devoir compiler. Je prends donc mon G++, je compile master.cpp et je l'appelle master.exe. La compile est faite, vous voyez que dans l'arborescence, je récupère master.exe ici. Ok. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer master.exe. Je rentre une proposition, donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas la bonne. J'en rentre une deuxième, c'est pas la bonne. Bah, je vais rentrer la bonne, 6, 5, 8, 9, 4. Et le jeu me dit gagner, et j'ai terminé. Ok. Donc là, deux implémentations, une en C++, une en Python. Et vous voyez en fait que j'ai réussi parfaitement à traduire mon jeu dans un langage de programmation. Et l'idée en fait c'était tout simplement ça, c'était de se dire que le pseudocode c'est finalement une façon de communiquer entre développeurs qui n'est pas soumis aux règles fixées par les langages de programmation. Ça nous permet d'implémenter une idée, d'essayer de faire un cheminement, de faire ces étapes-là, de le mettre sous forme de structure algorithmique, par exemple la boucle, la structure conditionnelle ou ce genre de choses. Et ensuite, on sait que quand on a utilisé une structure conditionnelle, une boucle, une variable, une affectation, ce genre de choses, tout cela va être convertible dans un langage de programmation. Là, vous voyez que je l'ai converti dans deux langages de programmation assez différents. Hein. Python, qui est un langage interprété à typage de variables implicites, c'est-à-dire que vous ne déclarez pas explicitement les variables, et C++, qui est un langage compilé, qui déclare les variables de façon explicite. Donc on est vraiment sur des langages de programmation avec des aptitudes assez différentes, et vous voyez qu'en fait je suis arrivé à convertir mon idée de résolution dans les deux langages de programmation. Maintenant, la seule chose qui nous reste encore à faire dans ce cours d'algorithmie, c'est de comprendre quelles sont les structures que peut comprendre la machine. Les structures, vous avez vu que la boucle, on pouvait le faire. Les variables, on pouvait le faire. L'affectation, on pouvait le faire. Et l'algorithmie, en fait, tout simplement, ça va être de vous expliquer de manière exhaustive toutes les structures auxquelles on peut faire appel pour pouvoir construire un programme. Donc cette première vidéo vraiment d'introduction à l'algorithmie, j'espère que vous avoir correctement expliqué qu'effectivement, de prendre un petit peu de recul sur le langage quand on commence à rédiger un programme, en fait, ça peut être une bonne idée, parce que ça nous permet de ne pas rencontrer toutes les difficultés d'un coup. Vous n'avez pas les problèmes techniques directement du langage, vous essayez juste de partir sur une idée de résolution, et vous essayez avec une certaine logique d'être le plus clair possible. C'est très intéressant quand vous commencez à programmer, justement, que les idées soient claires pour vous. On a effectivement tendance à se lancer trop vite dans la programmation, alors que l'on ne maîtrise pas forcément tout, et les étapes s'enchaînant, notre programme devient de plus en plus complexe, et il peut arriver, quand on débute en programmation, d'arriver simplement à un stade, on a écrit un programme tellement gros et tellement lourd, on en a perdu la logique, le programme ne fait pas ce qu'il veut, par contre on n'a plus aucune idée de ce qu'il faudrait modifier pour avoir le bon résultat. Tout ça simplement parce qu'on n'a pas pris le temps un peu en amont de prendre un peu de recul et de simplement réfléchir à ce que l'on veut faire. Et donc l'idée du pseudocode et de l'algorithmie, c'est simplement ça, c'est de dire, voilà, on va pour l'instant laisser tomber la machine, on va simplement réfléchir en tant qu'être humain, quelles sont les étapes que je devrais suivre,
si je voulais résoudre cette problématique. Vous allez même vous rendre compte en fait que les logiciens, c'est des mathématiciens, c'est une branche de la mathématique, de la logique. Eh bien, vous avez par exemple les logiciens célèbres, par exemple je pense à Georges Boole ou je pense à Auguste de Morgan, ce sont des gens qui ont travaillé sur la logique longtemps avant que l'ordinateur ne soit disponible. Donc en fait, ils n'avaient même pas imaginé qu'un jour, cette logique que nous allions mettre en place avec les algorithmes, on pourrait un jour l'expliquer à une machine. Pour eux, c'était simplement déjà traduire le langage humain vers quelque chose d'un petit peu plus formalisé. Et donc ça peut être intéressant de faire cette démarche quand vous apprenez à programmer pour vous obliger à structurer votre pensée, à mettre votre pensée dans l'ordre, et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Alors je ne vous dis pas qu'après 20 ans en tant que développeur, de toujours encore passer par l'algorithme pour écrire une petite fonction simple, tout simplement parce qu'avec l'expérience, vous allez en fait tomber sur des raccourcis. Quelque chose que vous avez déjà écrit 20 ou 30 fois, vous allez peut-être pas repasser par toutes les étapes. Vous savez comment le faire, vous savez quelle est la version optimisée, et c'est pas la peine de reprendre ces éléments-là en algorithmie. Mais lorsque vous commencez à programmer, je pense que c'est une bonne idée de ne pas se charger avec toutes les difficultés d'un seul coup, et d'y aller vraiment par étapes pour avoir un programme qui est correctement structuré. L'idée du cours d'algorithmie, c'est justement de vous aider à avoir un programme qui est très structuré, très logique, et un programme que vous pouvez faire évoluer parce que, tout simplement, il sera très facilement compréhensible. Donc, les prochaines vidéos vont s'appuyer sur les différents éléments disponibles en algorithmie, et cela va nous permettre de construire des programmes de plus en plus complexes. À bientôt!